Tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa vie. Vous attrapez un ballon de fête gonflé à l'hélium, vous aspirez discrètement une petite bouffée de gaz, et d'un coup, votre voix se transforme en celle d'un personnage de dessin animé. La pièce éclate de rire, et tout le monde veut recommencer. Mais derrière ce gag de soirée se cache l'une des plus belles démonstrations de physique du quotidien qui soit, une chaîne d'idées qui relie la thermodynamique des gaz, la physique du son, et même la biologie de votre propre gorge. C'est exactement le genre de phénomène, simple en apparence mais profond en réalité, que Richard Feynman adorait décortiquer devant ses étudiants. Aujourd'hui, on va comprendre, vraiment comprendre, pourquoi l'hélium change votre voix. Et je vous préviens tout de suite, l'explication que presque tout le monde répète est fausse. Commençons par démonter le mythe le plus tenace. Énormément de gens pensent que l'hélium rend la voix plus aiguë parce qu'il ferait vibrer les cordes vocales plus rapidement. C'est complètement faux. Vos cordes vocales vibrent quasiment à la même fréquence dans l'hélium que dans l'air ordinaire. La note de base que vous produisez, ce que les physiciens appellent la fréquence fondamentale, ne bouge pratiquement pas. Alors, si la hauteur de la note ne change pas, qu'est-ce qui change réellement? La réponse tient dans un seul mot, la résonance. Et pour comprendre la résonance, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'est vraiment le son. Le son n'est rien d'autre qu'une onde de pression qui se propage dans un milieu matériel. Quand vous parlez, vos cordes vocales compriment puis relâchent l'air des centaines de fois par seconde. Elles créent des zones où les molécules sont tassées les unes contre les autres et des zones où elles sont écartées. Ces variations de pression voyagent dans l'air comme des vagues à la surface de l'eau, jusqu'à atteindre le tympan de votre interlocuteur. Mais à quelle vitesse voyagent ces vagues? C'est exactement là que se joue tout le mystère de l'hélium. La vitesse du son n'est pas une constante universelle. Elle dépend entièrement de la nature du gaz dans lequel l'onde se déplace. Les physiciens décrivent cette vitesse par une formule magnifique. La vitesse du son est égale à la racine carrée de gamma multipliée par R multiplié par la température absolue, le tout divisé par la masse molaire du gaz. Ne soyez pas intimidés par les symboles, l'idée est très simple. Gamma est un nombre qui décrit la façon dont le gaz se comprime et se détend. R est une constante universelle, la même pour tous les gaz. T est la température absolue. Et M, la masse molaire, c'est tout simplement la masse d'une quantité donnée de molécules de ce gaz. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce M tout en bas de la fraction, parce qu'il se trouve au dénominateur. Plus M est petit, plus la vitesse du son est grande. Retenez bien cette phrase, car c'est la clé de toute la vidéo. Un gaz léger transporte le son plus vite. Comparons maintenant l'air et l'hélium. L'air que vous respirez est un mélange surtout composé d'azote et d'oxygène avec une masse molaire d'environ 29 grammes par mol. Dans cet air, à température ambiante, le son se déplace à environ 343 mètres par seconde. L'hélium, lui, est un gaz extraordinairement léger. Sa masse molaire n'est que de 4 grammes par mol, soit plus de 7 fois moins que l'air. Quand vous remplacez l'air par de l'hélium dans votre gorge, vous divisez brutalement le M de la formule. Le résultat est spectaculaire. La vitesse du son grimpe jusqu'à près de 1000 mètres par seconde, soit presque 3 fois plus vite que dans l'air normal. Pourquoi un gaz plus léger transporte-t-il le son plus vite? Imaginez une rangée de personnes qui se passent un message en se bousculant l'épaule, l'une après l'autre. Si les personnes sont légères et vives, le mouvement se propage très rapidement le long de la file. Si elles sont lourdes et lentes à réagir, le message met beaucoup plus de temps à traverser. Les molécules d'hélium sont légères, donc elles réagissent et transmettent les compressions de pression bien plus vite que les lourdes molécules d'air. Il y a aussi une subtilité supplémentaire. L'hélium est un gaz monoatomique, ce qui rend son gamma un peu plus grand que celui de l'air, et cela accélère encore légèrement le son. Mais l'essentiel du phénomène, c'est bien la masse. Maintenant, gardons cette vitesse en tête et regardons comment votre corps fabrique réellement la voix. Les scientifiques utilisent pour cela un modèle élégant que l'on appelle le modèle source-filtre. L'idée, c'est que votre voix est produite en deux étapes bien distinctes. D'abord, il y a une source, vos cordes vocales, deux petits replis de tissu situés dans votre larynx qui vibrent quand l'air des poumons les traverse. Ensuite, il y a un filtre,
Tout le conduit situé au-dessus des cordes, c'est-à-dire votre gorge, votre bouche et vos lèvres, qui forment une cavité résonante et vient sculpter le son brut produit par la source. La source, ce sont donc vos cordes vocales. Leur vitesse de vibration détermine la fréquence fondamentale, c'est-à-dire la hauteur que l'on perçoit dans votre voix. Et voici le point absolument crucial. Cette fréquence dépend de la tension et de la masse de vos cordes vocales et non du gaz qui les entoure. Que vous soyez entouré d'air ou d'hélium, vos cordes vibrent à peu près au même rythme. C'est précisément pour cette raison que l'hélium ne transforme pas vraiment votre note de base. La source ne change pas. Ce qui va profondément changer, en revanche, c'est le filtre. Les cordes vocales ne produisent pas une note pure et isolée. Elles génèrent une fréquence fondamentale accompagnée de toute une série de multiples, que l'on appelle les harmoniques. Imaginez un bourdonnement riche et dense, fait de nombreuses couleurs sonores, empilées les unes sur les autres. Ce bourdonnement brut, plein d'harmoniques, monte ensuite dans le conduit vocal. Et c'est là, dans ce conduit, que la véritable magie acoustique opère et que la voix prend son identité. Votre conduit vocal se comporte en effet comme un tube résonnant, un peu comme le tuyau d'un orgue ou le corps d'une flûte. Tout tube possède des fréquences qu'il aime particulièrement amplifier. Ce sont ces fréquences de résonance. Dans le cas de la voix humaine, ces résonances privilégiées portent un nom précis. On les appelle les formants. Ce sont les formants qui donnent à un A sa couleur de A et à un I sa couleur de I. Ils ne créent pas la hauteur de votre voix. Ils créent son timbre, sa texture, son identité sonore unique. Deux personnes peuvent chanter exactement la même note, et pourtant vous les reconnaîtrez instantanément grâce à leur formant. On peut modéliser le conduit vocal comme un tube fermé à une extrémité du côté des cordes vocales et ouvert de l'autre au niveau des lèvres. La physique d'un tel tube nous dit que ces fréquences de résonance valent un multiple impair de la vitesse du son divisé par 4 fois la longueur du tube. Regardez attentivement cette formule. La vitesse du son apparaît directement au numérateur. Cela signifie que les formants sont proportionnels à la vitesse du son qui règne dans le tube. Et nous venons justement de voir que cette vitesse explose littéralement dans l'hélium. C'est tout le secret du phénomène. Quand votre conduit vocal est rempli d'hélium au lieu d'air, la vitesse du son y est presque 3 fois plus grande. Comme les formants sont proportionnels à cette vitesse, ils se décalent eux aussi vers le haut d'un facteur d'environ 3. Toutes les résonances qui sculptent votre voix montent d'un coup dans les aigus. Concrètement, un formant qui se trouvait autour de 500 Hz dans l'air peut bondir à plus de 1500 Hz dans l'hélium. Votre bouche n'a pourtant pas changé de taille, vos cordes vibrent toujours de la même façon, mais le filtre qui colore le son privilégie désormais des fréquences beaucoup plus hautes. Voilà pourquoi votre voix dans l'hélium est si étrange. La hauteur de base reste à peu près la même parce que la source n'a pas bougé, mais le timbre, lui, est complètement transformé parce que le filtre a décalé toutes ses résonances vers le haut. Votre cerveau entend alors une voix dont la note n'a presque pas changé, mais dont la couleur est devenue aiguë, fine et un peu métallique, et il interprète ce mélange inhabituel comme la voix d'un personnage de dessin animé. C'est exactement l'effet que tout le monde connaît, cette fameuse voix de petit canard rigolo. Si l'on pouvait visualiser le son sur un spectrogramme, c'est-à-dire une carte qui montre l'intensité de chaque fréquence au fil du temps, tout deviendrait limpide. Les traits correspondant à la fréquence fondamentale et à ses harmoniques resteraient à peu près au même endroit sur l'image, mais l'enveloppe générale, la silhouette qui marque l'emplacement des formants, glisserait nettement vers le haut du graphique. Ce serait la preuve visuelle, sous vos yeux, que c'est bien le filtre et non la source qui est responsable de la transformation. La fondamentale reste sage, les formants s'envolent. Récapitulons toute la chaîne de logique parce qu'elle est vraiment belle. L'hélium est léger, donc le son y voyage plus vite. Le conduit vocal résonne à des fréquences proportionnelles à cette vitesse, donc ses formants montent. La source des cordes vocales, elle, reste inchangée, donc la hauteur perçue ne bouge presque pas. Ce décalage des formants, sans décalage de la fondamentale, produit cette voix de canard si reconnaissable. Une seule petite formule, celle de la vitesse du son, explique entièrement le gag de la soirée.
Tout se tient du début à la fin. C'est précisément ce type de raisonnement que Richard Feynman aimait par-dessus tout. Dans ses célèbres cours de physique, il consacrait des chapitres entiers au son, aux ondes et à la résonance, parce qu'il voyait dans ces phénomènes ordinaires une porte d'entrée vers les lois les plus profondes de la nature. Pour lui, comprendre pourquoi une voix devient comique après une bouffée d'hélium n'était pas un détail anecdotique. C'était une petite victoire de la pensée, la démonstration qu'avec quelques principes simples, on peut éclairer entièrement le monde qui nous entoure. Feynman insistait toujours sur le fait que comprendre un phénomène le rend plus beau, jamais moins. Et la résonance, justement, est partout autour de nous une fois qu'on a appris à la voir. C'est elle qui fait chanter le tuyau d'un orgue quand l'air le traverse. C'est elle qui donne sa note à une flûte selon la longueur de sa colonne d'air. C'est elle qui fait vibrer un verre de cristal quand on frotte lentement son bord avec un doigt mouillé. Dans tous ces cas, une cavité ou un objet sélectionne certaines fréquences bien précises et les amplifie en laissant les autres s'éteindre. Votre conduit vocal n'est finalement qu'un instrument de musique de plus, et l'hélium ne fait rien d'autre que de réaccorder cet instrument vers les aigus. Il existe d'ailleurs un effet inverse, tout aussi spectaculaire. Si, au lieu d'un gaz léger, vous remplissiez votre conduit vocal d'un gaz très lourd, comme l'hexafluorure de soufre, la vitesse du son y serait au contraire bien plus faible que dans l'air. Les formants se décaleraient alors vers le bas et votre voix deviendrait caverneuse, profonde, presque monstrueuse. C'est le miroir exact de l'effet hélium, mais dans l'autre sens. J'insiste cependant très clairement là-dessus. Ces gaz lourds sont particulièrement dangereux. Ils restent piégés dans les poumons et il ne faut absolument jamais jouer avec. C'est d'ailleurs le moment d'une mise en garde sérieuse parce que la physique est passionnante, mais la sécurité passe toujours avant tout. Inhaler de l'hélium ou n'importe quel autre gaz qui n'est pas de l'air respirable est réellement dangereux. L'hélium prend la place de l'oxygène dans vos poumons. Quelques bouffées peuvent suffire à vous priver d'oxygène, à provoquer des vertiges, une perte de connaissance et dans les cas graves, des conséquences bien plus dramatiques encore. Cette vidéo explique la physique du phénomène, mais elle ne vous encourage en aucune façon à respirer ce gaz. La meilleure manière d'apprécier cette physique, c'est de la comprendre avec sa tête, jamais de la tester sur son propre corps. Cela dit, ce même phénomène possède des applications très sérieuses et parfaitement encadrées. Les plongeurs qui descendent à très grande profondeur ne respirent pas de l'air normal, car l'azote deviendrait toxique sous forte pression. À la place, ils respirent un mélange spécial appelé Héliox, composé d'hélium et d'oxygène, préparé et surveillé en permanence par des professionnels. Et devinez quoi? Au fond de l'eau, à cause de cet hélium, la voix des plongeurs devient aiguë et difficile à comprendre, exactement pour les raisons que nous venons d'expliquer ensemble. Leur formant se décale vers le haut et leur voix prend des allures de dessin animé. Le problème est si réel et si concret que l'industrie de la plongée profonde a dû inventer des appareils électroniques que l'on appelle des descrambleurs de voix hélium. Ces dispositifs analysent la parole déformée du plongeur et corrigent en temps réel le décalage des formants afin que les équipes restées en surface puissent comprendre clairement ce que dit leur collègue tout en bas. Autrement dit, la même physique qui transforme un gag de soirée en voix de canard est devenue un véritable outil de sécurité, indispensable au fond des océans. C'est toute la puissance d'une idée bien comprise. Elle relie le simple ballon d'anniversaire au scaphandrier des grandes profondeurs. Notons aussi au passage que la température modifie elle aussi la vitesse du son, puisqu'elle apparaît également dans notre formule de départ. Un air plus chaud transporte le son un peu plus vite, ce qui décale très légèrement les formants vers le haut. C'est un effet beaucoup plus discret que celui de l'hélium, mais il rappelle une vérité importante. Tout est cohérent dans cette équation. Changez n'importe lequel de ces ingrédients, le gaz ou la température, et le résultat sonore suivra fidèlement. La nature ne fait jamais d'exception à ses propres règles. Et pour les chanteurs et chanteuses qui se posent peut-être la question, non, l'hélium ne vous fera pas réellement monter dans les aigus au sens musical du terme. Votre note fondamentale reste la même, donc si vous chantiez un « la », vous chanteriez toujours un « la », mais avec un timbre absurde et complètement méconnaissable. La mélodie, elle, ne change pas du tout. C'est seulement la couleur de la voix qui devient comique.
Encore une fois, tout revient à l'opposition entre la source et le filtre. La mélodie vient de la source, la couleur vient du filtre, et l'hélium ne touche qu'au filtre. Reprenons donc, une toute dernière fois, le mythe et la vérité placés côte à côte. Le mythe affirme que l'hélium accélère vos cordes vocales et rend ainsi la voix plus aiguë. La vérité, elle, dit que l'hélium accélère le son à l'intérieur de votre conduit vocal, décale les formants vers le haut et transforme le timbre sans presque toucher à la hauteur. C'est une nuance subtile, mais c'est toute la différence entre une explication approximative que l'on récite sans comprendre et une compréhension véritable que l'on porte avec soi. Au fond, c'est exactement ce qui rend ce petit phénomène si précieux. En une seule bouffée d'hélium, vous touchez à la thermodynamique des gaz, à la physique des ondes, à l'acoustique des tubes résonnants et à la biologie de la voix humaine. Tout cela tenu ensemble par une seule équation que l'on peut écrire en quelques secondes dans le coin d'un tableau noir. C'est ce que la physique a de plus beau à offrir, montrer que le monde le plus ordinaire est secrètement gouverné par des lois élégantes et universelles et qu'il suffit parfois d'un simple ballon de fête pour les apercevoir. Voilà, vous savez désormais ce qui se passe vraiment quand l'hélium change votre voix et vous pourrez impressionner tout le monde à la prochaine soirée avec la véritable explication. Si cette vidéo vous a fait regarder la physique du quotidien d'un œil neuf, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations, laissez un pouce bleu pour soutenir ce travail et dites-moi en commentaire quel autre phénomène du quotidien vous aimeriez que l'on décortique ensemble la prochaine fois. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans la physique cachée du monde.